Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h lundi 6 mars. Voici les titres. National Foot 1. Ce week-end, plusieurs rencontres disputées et surtout l'AS Manga Sport, nouveau leader du championnat national à l'issue de cette 11e journée. Et puis FESPACO 2023. Rideau sur la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou le week-end écoulé. Notre correspondant Moussa Ramdé y était pour le compte de TV+. Une fois de plus, bienvenue. En 2009, s'est tenue la première journée internationale de lutte contre l'exploitation sexuelle, une initiative de l'ONG Groupe International des Paroles de Femmes. Cette journée a été marquée ce samedi par un moment de sensibilisation et de mobilisation. Chimène Nindong. L'exploitation sexuelle est, selon plusieurs, une des pires formes de violation des droits humains en reléguant la victime au simple statut de marchandise. Célébrée tous les 4 mars, la Journée internationale de lutte contre l'exploitation sexuelle est un moment pour sensibiliser, mobiliser les gouvernants et le public au fléau de l'exploitation sexuelle à travers le monde. Bien qu'il ait des exceptions, l'exploitation sexuelle touche essentiellement les femmes et les enfants et constitue un problème de taille mondiale. On estime que chaque jour de l'année, en moyenne, 8 femmes, filles et souvent de jeunes garçons sont piégés par des réseaux criminels dont le seul but est de les exploiter sexuellement, de les trafiquer et de les asservir. Ce processus les prive évidemment de leurs droits fondamentaux, notamment de leur droit à la liberté, de leur dignité, de leur droit de vivre où bon leur semble et du droit de contrôler leur propre corps. Bien que le problème soit mondial, certains endroits sont plus vulnérables que d'autres. Il s'agit de zones situées en Asie du Sud-Est, en Europe orientale et dans certains pays d'Amérique latine et des Caraïbes. L'UNICEF estime que plus de 3 millions d'enfants dans le monde sont victimes de prostitution et que les enfants représentent plus du tiers de tous les travailleurs en Asie. Comme les années précédentes, il n'y a pas eu de festivité officielle au Gabon. La Journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle a été instituée par les Nations Unies pour réfléchir sur les stratégies de lutte contre ce fléau lucratif à plusieurs titres. Célébration de la Journée mondiale de lutte contre l'obésité avant-hier. Une journée qui s'est célébrée sous le thème parlant de l'obésité. Chimène Nindong pour plus de détails. Le 4 mars a lieu la Journée mondiale de lutte contre l'obésité. Lancée en 2020, cette journée contribue à sensibiliser les gens sur cette maladie tout en mobilisant les énergies, et ce, afin de changer les mentalités et de lutter contre les idées reçues. Pour une grande partie de la population, le surpoids et l'obésité ne sont qu'un manque de motivation et de fainéantise, trop de nourriture ingérée et une grande sédentarité. L'obésité est une maladie multifactorielle qui comprend notamment des facteurs héréditaires et ou génétiques, des causes environnementales et ou médicales, des problèmes hormonaux et bien d'autres. L'obésité est bel et bien une maladie qui gagne du terrain, à tel point que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la qualifie de première maladie chronique de l'histoire. Les chiffres sur le surpoids et l'obésité de ces dernières décennies sont glaçants. Il est donc indispensable d'aider les personnes atteintes. Pour y parvenir, il faut changer le regard que la société porte aux personnes en surpoids et obèses, notamment en arrêtant les discriminations et en défendant cette cause. Tel est l'objectif de cette journée qui invite à agir au niveau national et international. On parle d'obésité lorsque l'indice de masse corporelle IMC est supérieur ou égal à 30. Les chiffres de l'année 2021 au Gabon font comprendre que 40% des adultes sont en surpoids, 15% des adultes sont obèses, dont 20% de femmes et 10% d'hommes. Parlant de l'obésité,
est le thème retenu pour l'édition 2023. Ensemble, on peut changer le récit de l'obésité pour une vie plus joyeuse, plus saine et plus longue. Activité présidentielle dans ce journal, Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État, a reçu il y a 3 jours à son cabinet le président du Fonds mondial pour la malaria et le VIH. Presse présidentielle. Les assises du One Forest Summit s'achèvent. Et déjà, pour cette nouvelle journée de travail à son cabinet, le président de la République reçoit le président du Fonds mondial pour la malaria et le VIH. Grâce au plaidoyer du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, le Gabon est à nouveau éligible au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le VIH, après une suspension d'environ 15 ans. L'entretien du palais présidentiel ce jour a donc été l'opportunité d'un échange approfondi sur la stratégie nationale de lutte contre ces maladies afin d'accélérer l'acquisition du fonds pour le cycle 2023-2024. Cette allocation de près de 5 milliards de francs CFA devrait compléter les investissements dans la prévention et le traitement de ces pathologies. Cap dans le Wellington, à l'intérieur du pays, les faits se sont déroulés dans le village Angonefi au canton Bissok dans la province du Wellington. Un dénommé Melchoir Noutoum Tongpe à son âme utilisait une vingtaine de jeunes tous de nationalité gabonaise à subir des pratiques occultes. Notre correspondant sur place. Dans la nuit du 14 février, Feantoutoum Tung, alias Jésus, il disparaissait de son village Angonefik, qui se situe dans le canton Bissok, dans le département du Wolo. À la suite de cela, une dénonciation a été faite par la famille de la victime auprès des officiers de police judiciaire de la brigade de gendarmerie nationale de Yémen. Plusieurs personnes ont été interpellées, parmi lesquelles le nommé Essonomba Eric Joël, lequel a finalement avoué avoir commis le forfait. Selon le procureur, l'enquête suit son cours et tient dans le même élan à rassurer les populations que la brigade travaille jour et nuit pour apporter plus d'éléments de réponse à ce drame qui met en mal les habitants du village. Toujours est-il que nous sommes encore en pleine enquête, donc les circonstances de la commission de cette infraction restent à déterminer, le modus operandi reste à déterminer, ainsi que le mobile de l'auteur de l'infraction. Les populations doivent désormais dormir tranquilles parce que l'auteur des faits a déjà été interpellé. Le fils du maître spirituel a avoué le crime et s'exprime ainsi que d'autres témoins. Le lieu de sacrifice est lui-même le livre que je vous ai demandé qui avait été dessiné. Ça a été tracé par lui-même. La montagne, donc c'est la montagne là. Voici le lieu du sacrifice. C'est le lieu que lui-même il a choisi. Tout est écrit. La partie du sacrifice ne devait pas s'écrire. Mais l'image du sacrifice était déjà conçue. Ça, c'est des gens qui sont venus me poser la question. J'ai dit pardon. Pour le moment, je sais là où je me trouve là. Les gens racontent n'importe quoi. Le commérage, le cancan, je ne me prononce pas. Tant qu'une enquête n'est pas encore ouverte. Une dame qui vend le poisson frais est allée donner le colis à la gare chez Kanté, la gare de Bissok. Maintenant, les enfants du canton, monsieur, ils ont demandé à monsieur Zorabar, est-ce que c'est vrai ce qu'on dit là que Melchior est mort? C'est là où monsieur Zorabar a dit que je m'en fous, même s'il meurt, ça ne me regarde pas. La mère du gourou mystico-magicien, Melchoir Ntoutoum Tung, a également été interpellée. Père, c'était pas le Saint-Esprit. Non. Mais pourquoi vous avez raconté aux enfants là que le père de votre fils c'était le Saint-Esprit? Que vous avez eu votre grossesse par le Saint-Esprit, les petits qui étaient là, pourquoi vous leur avez dit ça? Non, je ne les ai pas dit ça un jour. Eric Essonumba a finalement expliqué tout le scénario à Madame le procureur de la République. Après une longue journée d'enquête et d'interrogatoire, cette dernière a rassuré les populations qui étaient dans la psychose depuis plusieurs jours déjà. Le One Forest Summit qui s'est achevé le 3 mars à Libreville a été marqué par plusieurs panels animés notamment par des ministres. Avec ses collègues, Nicole Janine Lidi, Robot Timbou, ministre de l'économie du Gabon, a examiné la nécessité de faire recours à des financements innovants.
Estelle Omvan. Découvrir d'autres moyens de financement pour atténuer les risques, identifier les instruments qui peuvent permettre d'élaborer une feuille de route pour motiver le capital financier. Un panel au cours duquel les ministres ont reconnu l'insuffisance des financements verts face aux aspirations réelles. Regardez la mobilisation Covid, tous les milliards qui sont sortis. Vous voyez bien qu'il y a des contradictions. Lorsque nous voulons mobiliser les fonds, nous pouvons le faire. Donc, à Libreville, actant pas simplement avec les scientifiques. Au-delà des rencontres et des discours, donc, je voudrais dire que les pays tels que le Gabon attendent la définition d'une feuille de route claire, une feuille de route qui permet de pouvoir compiler des actions concrètes de mise à disposition des ressources qui sont tant attendues par ces populations. Je vais vous prendre un exemple simple. Nous avons dans nos villages aujourd'hui les populations qui viennent en ville. Pourquoi? Parce que les éléphants fuient leurs habitats, viennent dans les villages. Une action de mobilisation de fonds est donc toujours attendue. Le bilan des dégâts liés à la déforestation et à la pollution atmosphérique, lui, va en augmentant. Récurrence des inondations à grande échelle, cyclones, séismes, changements climatiques, sécheresses plus fréquentes, pluies acides, dommages sur la santé humaine. Que nous sommes condamnés à œuvrer ensemble. Il n'y a pas deux planètes, il y en a une. Il faut que nos amis du Nord comprennent que nous, au Sud, nous ne polluons pas, nous ne donnons pas de leçons, mais nous avons aujourd'hui les outils et nous demandons simplement qu'il y ait un rééquilibrage des financements. Nous ne pouvons pas simplement porter 5% des financements verts. Ce n'est pas possible. L'ambition des parties prenantes au One Forest Summit de Libreville est de parvenir à une optimisation de mise en place des mécanismes innovants au profit de la nature, du climat et des populations. Le FESPACO 2023 s'est clos ce week-end au Burkina Faso. Une grande messe culturelle cinématographique qui a connu un retentissement comme on pouvait l'espérer. Après 2 années d'interruption, le 7e art a renoué avec son public africain. Notre correspondant Moussa Ramdé a couvert cet événement pour nous. Regardez. Et voilà, la cérémonie de clôture du FESPACO 2023 vient juste de se terminer ici même au Palais des Sports de Ouagadougou avec le sacre du Tunisien Youssef Chebbi qui remporte l'étalon d'or de Nyenenga avec son film Askal. Il succède ainsi le Somalien Chada Ahmed qui avait remporté l'édition précédente. Il faut dire que cette cérémonie de clôture a été assistée et présidée par le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Au départ, était aussi annoncé le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Finalement, il n'a pas été présent à cette cérémonie de clôture. Les raisons de son absence n'ont pas été dévoilées. Mais il faut dire que la cérémonie s'est déroulée comme il se doit, sous l'appréciation des différents participants. La cérémonie, là, vraiment était très bien. Bon, on s'attendait plus à une femme, une féminine cette année, quoi. Apolline Traoré, bon, dommage, elle n'a pas eu, mais il ne faut pas qu'elle va se décourager. Et l'année prochaine, en 2025, elle est là. Donc vraiment, on n'a pas découragé. La fête était très bien. Devant tous ces superbes films qu'on a pu voir, on n'a malheureusement pas pu tous les voir et on a envie que beaucoup plus aient des récompenses. Mais malheureusement, il n'y a pas tous nos films chéris qui en ont eu. Mais j'ai quand même été très satisfait. Les films qui ont eu des récompenses, je les avais beaucoup aimés en les voyant. Au cours de cette cérémonie, il faut noter que beaucoup de prix spéciaux ont été également distingués, notamment le film Mamiwata de Ferry Obezi du Nigeria remporte la catégorie de meilleure image. On a aussi un meilleur son qui est remporté par Askal de Youssef Chebbi de la Tunisie également qui a remporté l'étalon d'or. Donc il faut dire qu'on note beaucoup de prix spéciaux qui ont été distingués depuis hier même d'ailleurs avec le prix du Conseil de l'entente qui est remporté par Apolline Traoré, la réalisatrice burkinabé. On peut aussi noter que le Burkina Faso s'en sort bien dans cette 28e édition du FESPACO, puisque à travers sa réalisatrice Apolline Traoré, elle remporte l'étalon d'argent avec son film Sira. Sira d'ailleurs qui était beaucoup attendu, puisque beaucoup de Burkinabés pensaient que c'est ce film-là qui allait être, qui allait remporter le trophée de l'étalon d'or. Que cela ne tienne, Ouagadougou a bien vivré au rythme du FESPACO 2023 et le comité d'organisation donne rendez-vous aux différents cinéastes pour l'année 2025 pour la 29e édition.
Toujours sur cette actualité du FESPACO, le réalisateur tunisien Youssef Chebbi a obtenu samedi à Ouagadougou la récompense extrême suprême du FESPACO. Saluant une rigueur extrême et un travail qui sort de l'ordinaire, la présidente du jury, la tunisienne Dora Bouchouba, a précisé que les talons d'or avaient été remis à Chebbi à l'unanimité. Écoutons-la. On a discuté de tout et on n'est jamais passé au vote. J'avais droit à deux votes parce qu'en temps, jamais on a eu besoin de ça. On était tous d'accord et tout a été décidé à l'unanimité. Quand quelqu'un, l'autre lui expliquait s'il était pas, c'était formidable. C'est un jury formidable. De toute façon, les trois étalons. Le film de Sira, il a plus la thématique, mais il y a aussi du cinéma. Le film de Shimoni aussi. Mais celui qui, à l'issue des discussions, celui qui avait plus de créativité, c'était le film de Youssef Chebbi. Cap à l'international, cette fois-ci, nous faisons un cap au Cameroun, cette fois-ci, où les travaux d'une commission historienne française et camerounaise chargée de faire lumière sur l'action de la France au Cameroun pendant la colonisation a débuté le 3 mars dans la capitale Yaoundé. Ralph Lenyongo pour le récit. Ce sont l'historienne française Karine Ramondi et l'artiste camerounais Blik Bassi qui co-dirigent cette commission focalisée sur le rôle et l'engagement de la France au Cameroun dans la lutte contre les mouvements indépendantistes et d'opposition entre 1945 et 1971. Cette commission contient un volet scientifique pour fournir une analyse de l'histoire de cette période. Elle est composée d'une équipe de 14 chercheurs camerounais et français qui auront accès à la totalité des archives publiques françaises, y compris celles encore classifiées. Il y a des historiens, je l'ai dit, qui sont très brillants. On fera beaucoup de déçus parce qu'on n'a que 14 places. Hein, c'est les sélectionnés pour prendre une métaphore du football. Certains avaient la chance de pouvoir travailler dans cette commission. Ils ont choisi au contraire de ne pas, de plutôt la décrier alors qu'ils avaient donné leur accord de principe. Écoutez, c'est leur choix. Je le déplore. Avant l'indépendance du pays en 1960, les autorités françaises ont réprimé dans le sang les maquis de l'UPC, un parti nationaliste fondé à la fin des années 1940 et engagé dans la lutte armée contre le colonisateur et ses alliés camerounais, particulièrement Pays Bamileke. Imaginez ça, il y a des blessures profondes qui n'ont jamais guéri. Et donc il est question que cette commission permette non pas de créer des rancœurs, non pas de revendications. Non, il n'y a pas de revendication. Il y a la reconnaissance des faits historiques. Moi, j'attends que la France dise un mot de « nous sommes désolés ». L'artiste Blik Bassi se penchera sur la question des enjeux patrimoniaux et artistiques, notamment l'étude de l'héritage oral et matériel de cette période. C'est en fin 2014 que la commission rendra ses travaux publics. Lors de sa tournée centrafricaine, le président Emmanuel Macron, après l'Angola où il a signé un accord agricole, il s'est rendu au Congo puis en République démocratique du Congo. Voyons tout cela dans le récit de Sidela Niman. Emmanuel Macron a foulé le sol congolais à Brazzaville vendredi après-midi. Après sa visite au Gabon placée sous le signe de la défense de l'environnement, avec le One Forest Summit qui se réunissait pour la première fois à Libreville, sa visite en Angola, placée sous le signe de la formation agricole, il met l'accent sur la mémoire et la culture au Congo-Brazzaville. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a de son côté énuméré les sites historiques et touristiques tels que le mémorial Savorgnan de Brazza, l'école de peinture de Poto Poto et le monument de Félix Eboué que le président français pourrait voir à Brazzaville quand il viendra plus longtemps, allusion à sa visite que beaucoup de Congolais ont jugée trop courte. Il est reparti dans la soirée pour Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, où il a retrouvé son homologue congolais Félix Tshisekedi samedi matin. Emmanuel Macron arrivait déterminé à renforcer le partenariat avec ce pays phare d'Afrique centrale dans les domaines de la santé et de la culture. Il a rencontré des artistes et des entrepreneurs, ainsi que le professeur Jean-Jacques Mouyembe, à l'origine de la découverte du virus Ebola. Mais ce sont surtout les coulisses de la rencontre avec Félix Tshisekedi qui seront scrutées de près. Emmanuel Macron se retrouve accusé de parti pris en faveur de Paul Kagame, qui est accusé de soutenir le groupe rebelle qui sévit dans l'est de la RDC, le M23,
avec lequel il a opéré une réconciliation après les années noires consécutives au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 et les accusations d'implication dans ce bain de sang portées contre la France. En sport, ce week-end se jouait la 11e journée du National Foot 1. Journée très proliférique en termes de buts marqués et surtout un nouveau leader au terme de cette journée du National Foot 1. Herman Malaga, Moussavou. 20 buts marqués lors de cette 11e journée du National Foot 1 et surtout le fauteuil de leader du championnat national ravi au CSB par Manga Sport. Les Miniers sont allés s'imposer sur le score de 2-0 sur les installations du leader avant cette confrontation, annoncée comme le derby de cette 11e journée du championnat, infligeant ainsi au CSBNG sa 3e défaite de la saison. Le CSB aurait pu prendre l'avantage dans cette rencontre, n'eût été la maladresse de Van Obam qui a raté un penalty à la 46e minute de jeu. Le score à la pause était de 0 but partout. À la reprise, Samson Bingui va ouvrir le score à la 58e minute de jeu pour Manga Sport. Il va être imité 3 minutes plus tard par son coéquipier Beni Kabinambela à la 61e minute de jeu. Le score ne bougera plus jusqu'à la fin du temps réglementaire. À l'issue de cette journée, AS Manga Sport est leader avec 21 points, suivi du Stade Mondji et CF Mounana 20 points. Le club de Vautour ayant perdu 4-0 pointe à la 8e place. Pendant que l'Ozosport, qui a perdu une fois de plus, 6-2 face au CF Mounana, pointe toujours à la dernière place avec 6 points. National Foot 1, justement, pour en parler, nous recevons sur ce plateau Djermingoma du Desk Sport de notre rédaction. Bonjour Djermingoma. Bonjour Leslie. Bien, dites-nous Djermi, quels sont les différents résultats de la 11e journée de ce National Foot 1 joué le week-end écoulé? Effectivement, le week-end écoulé, on jouait la 11e journée du National Foot 1. Et il y avait des matchs le samedi et le dimanche. Les matchs du samedi, il y avait le CF Mounana qui est venu à bout de la formation de l'Ozosport sur le score de 6 buts à 2. Et le CS Benje, comme le disait tout à l'heure Herman Malaga, qui jouait au stade Pierre Claverdi Vungi, qui a perdu contre la formation de l'AS Manga Sport sur le score de 0 but contre 2. Il y avait l'Ambaréné FC qui est sorti victorieux face à la formation de l'Union Sportive d'Oyem sur le score de 2 buts à 0. Il y avait l'Union Sportive de Bitam du côté du stade Gaston Péril de Bitam qui a perdu contre la formation du Football Canon 105. Les matchs du dimanche, il y avait le Vautour Club qui a perdu 0 but contre 4 face à l'AOC Metz. Le Stade Mondji, l'ancien vainqueur du championnat écoulé, qui a battu la formation de l'Est d'Ikaki 2 buts à 0 et la formation des militaires de Missile FC qui a battu Bwengidi Sport. Bien, dites-nous, Djermi, y a-t-il eu un changement au niveau du classement? Oui. Il y a eu un changement, Leslie, comme on peut le constater. Il y a la formation de Manga Sport qui est passée devant, qui est désormais le leader incontesté de ce classement-là pour avoir battu l'ancien leader, donc le centre sportif de Benje, la formation de Port-Gentil. Et voilà, donc il y a l'Azo Stade Mondji et le CF Mounana qui suivent cette équipe de l'AS Manga Sport. D'accord. Et quelle est selon vous, Djermi, l'équipe qui peut potentiellement remporter ce championnat? Il faut dire qu'il y a déjà les favoris d'abord. Il y a le Stade Mondji qui est le dernier vainqueur de l'édition dernière. Il y a la formation de l'AS Manga Sport qui est le plus gros budget de ce championnat-là. Donc ce sont comme ça des potentiels favoris de ce championnat. Il y a aussi le centre sportif de Benje qui est le leader de la 2e division de l'année dernière, qui s'impose véritablement dans ce National Foot 1 de cette saison. D'accord, Djermingoma, merci d'être passé, merci pour ces différents éléments de réponse. C'est sur cette note sportive, mesdames et messieurs, que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur TV+.